Le grand dialogue. Sigeka Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre émission, le grand dialogue, revient une fois de plus sur le MOC, le mécanisme opérationnel de. C'est l'actualité qui nous l'exige car le MOC fait beaucoup parler de lui ces derniers temps et c'est la suite à des difficultés qui rencontrent son démarrage effectif à Gao. Là-bas, les choses ont quelques peines à se concrétiser au point que certains parlent de blocage. En effet, les combattants de la CMA qui doivent prendre part au patrouille mixte de Gao à Gao restent bloqués aux alentours de la ville depuis quelques jours. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces situations? Qui en est responsable? Comment trouver d'urgence une issue? Nous allons partager ces interrogations avec nos invités au nombre de 4. Il s'agit de Mohamed Ould Sidati de la CMA qui sera en ligne, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun qui est de la coalition du peuple de l'Azawad CPA ici présent dans ce studio, le colonel Rissa Sidi Mohamed, il est le coordinateur du Mokagao, il sera également en ligne, et Mohamed Atayoub Sidibé de la plateforme aussi présent dans ce studio. À la présentation, Seydou Fomba. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. Les patrouilles mixtes devaient déjà démarrer à Gao avec les FAMA, la plateforme et la CMA, mais ce n'est toujours pas le cas. Les combattants de la CMA restent bloqués aux alentours de Gao. C'est quoi vraiment le problème? Nous posons la question à vous en premier lieu, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la CPA. Merci, chers auditeurs et auditrices. Merci à vous tous, présentateurs du studio Tabani et l'équipe du studio Tabani. D'abord, vous l'avez dit, effectivement, les gens s'étaient bloqués aux alentours de Gao. Et ce blocage n'était pas une surprise. C'est une histoire qui date d'avant le blocage. Vous savez, aujourd'hui, il faut comprendre un peu l'accord, comment est-ce qu'il est organisé, pour savoir quels sont les blocages possibles et pourquoi il y a des blocages. L'accord consacre un certain nombre de parties, la CEMA, la plateforme, le gouvernement, et vous avez aussi ce qu'on appelle les mouvements signataires de l'accord et qu'on appelle ceux qui ont également signé l'accord. Donc effectivement, depuis un certain temps, les mouvements signataires de l'accord ont traîné cette question d'inclusivité des signataires jusqu'à maintenant. Pour les cas du comité de suivi, on a suivi ensemble, ça a pris 8 mois. Et depuis ça, il n'y a pas eu des efforts. Alors, il n'y a pas eu des efforts jusqu'à ce que les patrouilles mixtes nous tombent sur la tête. Alors, vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'efforts. Il n'y a pas eu d'efforts de la part de qui? De la part de toutes les parties en réalité, et de la part du comité de suivi de façon générale, pour qu'il y ait inclusivité de ces signataires dans les autres structures. Alors, vous dites qu'il n'y a pas eu d'efforts. Est-ce que cela est délibéré? Est-ce que c'est voulu? Je peux dire que c'est délibéré parce que ce qui se passe, qui nous amène aujourd'hui dans des problèmes graves, c'est qu'on a voulu taire sous silence le fait que l'accord, même si c'est 3 parties, il y a quand même une autre partie qui ne dit pas son nom, notamment les mouvements signataires. Parce que c'est un accord quand même qui est signé et les gens sont des droits dans cet accord. Donc beaucoup ont tenté de diluer tout cela et de cacher et malheureusement la vérité rattrape toujours. Et si cette question de signataires avait été réglée depuis au début sans aucune forme d'orgueil, ni de refus, ni de tentative de duper quelqu'un dans ce processus, on ne serait pas là. Mais finalement, puisque c'est une réalité des droits, c'est une réalité juridique, et ça nous rattrape chaque fois qu'on veut poser un acte important, cette situation nous rattrape. Parce que le blocage de Gao, qui est le deuxième blocage après tout ce qui s'est passé, sinon le combat ne s'est pas arrêté après le CSA. Mais c'est comme si les mouvements signataires s'adressaient à des sourds. Chaque fois qu'il y a une situation, on dit pensez aux signataires. Et maintenant qu'il faut commencer le MOC, le problème s'est levé et c'est devenu sérieux. Alors que s'il avait été réglé depuis un moment donné, les patrouilles mixtes trouveraient que le problème est réglé et ça va couler. Et c'est ce qui va arriver même pour la suite. Parce qu'aujourd'hui, donc selon vous, c'est un problème qui vient de loin? C'est un problème qui vient de loin. Il s'agit tout simplement de savoir que le cadre légal dans lequel nous sommes, c'est l'accord. On dit qu'il y a 3 parties, on ne peut pas occulter également qu'il y a 2 mouvements qui ont signé l'accord. Ou bien ils sont bien servis dans leurs droits en tant que CEMA, ou bien en tant que plateforme, ou bien en tant qu'une partie, ceux qui ont également signé l'accord. Nous venons d'entendre donc la version de Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la CEPA. À présent, nous allons nous tourner du côté de vous, Mohamed Atayoub Sidibé de la plateforme, votre version des faits.
Merci. Avant, je vous remercie d'avoir pris l'initiative de nous inviter à votre émission de passage. Je salue vos auditeurs ou téléspectateurs. Et ma version des faits, elle n'est pas tellement différente de celle qui a été donnée par Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Je dirais seulement que le MOC, l'incident de Gao est malheureusement un blocage, mais pas le premier blocage. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu autour du CSA, il l'a bien dit, le comité de suivi de l'accord. Et l'ensemble de ces blocages viennent du fait qu'on est en train d'occulter un problème réel qui est le problème d'inclusivité. Inclusivité de l'ensemble des mouvements qui ont été à un moment donné partie prenante du processus, qui ont été signataires soit parce qu'ils ont directement apposé leur signature, c'est le cas de la CPA de Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun et de la CMFPR2, soit ils ont également signé par le texte de l'accord qui dit qu'ont signé les mouvements existants dans l'une des entités au moment de la signature. Il s'est trouvé que juste après la signature de l'accord, on a constaté que les deux parties, la plateforme et la CEMA, ont vidé carrément leur contenu. Pratiquement la substance a été mise de côté. Il reste que l'ossature qui est là et qui compte mettre en œuvre l'accord, sans bien sûr ces mouvements qui ont fortifié à un moment donné soit la plateforme ou la CEMA. Et ça a créé un blocage au niveau du comité de suivi. Et ce blocage, c'est un blocage en réalité de l'accord. Le comité de suivi est un organe chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord, mais il y a d'autres organes. Chaque fois qu'il s'agit de mettre en place un organe ou une structure ou une organisation, on se bute à cette réalité, qui est que des mouvements signataires de l'accord se voient mis à côté de l'accord et les partis qui n'ont malheureusement pas respecté ce principe qui a toujours prévalu, qui est la bonne foi des partis dans la mise en œuvre de l'accord, essayent de se défendre coûte que coûte et techniquement l'accord ne passera pas sans les populations au nom desquelles il a été signé. Je crois que nous aurons en ligne d'un moment à l'autre Mohamed Ould Sidati de la CMA. Il est déjà en ligne. Alors, Mohamed Sidati, que nous allons retrouver dans un instant. Mais par contre, le colonel Rissa, lui, il est bien là, il est en ligne à Gao. Il s'agit du colonel Rissa Sidi Mohamed, le coordinateur du MOC à Gao. Alors, dites-nous, colonel, on parle de ce blocage des combattants de la CEMA aux alentours de Gao. À l'heure où je vous parle, est-ce que la situation a évolué? À l'heure où vous me parlez, la situation, pour moi, ça évolue parce que l'État malien a fait des concessions et puis la communauté internationale aussi a fait les mêmes concessions. Donc, je suis pour les mouvements qui sont aux alentours de Gao ou bien qui essayent de bloquer. Pouvez-vous nous parler un peu de ces concessions? Les constructions, ils sont chez vous à Bamako là-bas. Je ne peux pas beaucoup m'aventurer parce que je n'ai pas un papier devant moi. Oui, mais vous êtes quand même plus proche du dossier. Vous êtes censé le... L'État malien a donné des quotas aux différents mouvements qui s'imposaient à l'arrivée de la CEMA. Il les a donné des quotas et puis je pense qu'aujourd'hui, chacun doit retourner chez lui et puis désigner ces éléments qui doivent faire partie du processus, ne pas rester aux alentours du MOC et aux alentours des institutions pour dire que les éléments de la CEMA ne rentrent pas parce que je ne pense pas que quelqu'un peut empêcher au processus d'avancer si les gens veulent avoir la paix et aller dans le sens de la paix. Vous avez parlé de concessions. Ces concessions ont-elles déjà un effet ou alors quels sont les effets qui sont attendus d'elles? Ces constructions, les effets qui sont attendus d'elles est que les combattants qui sont là, les CMFPR2, les MSA et les autres, se replient dans leur base et puis ils désignent leurs éléments conformément au quota qui a été donné.
Alors, nous retournons dans ce studio pour donner la parole à vous, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la CEPA. Alors, vous l'avez entendu et vous êtes certainement au courant, il y a des concessions. Est-ce qu'on peut dire que la situation est en train d'évoluer dans le bon sens? Je pense que jusqu'à ce jour, la situation est en train d'évoluer dans le bon sens. Effectivement, comme l'a dit le colonel, il y a eu une proposition qui a été faite. Et la proposition a été faite dans le cadre d'un cadre légal. Parce qu'il faut asseoir un peu le cadre. J'ai entendu tout à l'heure, il a dit le MSA. C'est bien de rappeler les choses. Le cadre légal aujourd'hui, c'est la CEMA, c'est la plateforme, c'est le gouvernement et les mouvements qui ont également signé l'accord. C'est ça le cadre qui existe. Donc, c'est la partie des mouvements qui ont également signé l'accord qui pose aujourd'hui des problèmes par rapport à son inclusivité. Maintenant, il se trouve qu'il y a la définition au sens large de l'inclusivité. C'est cette partie légale de l'accord, les mouvements qui ont également signé l'accord, qui a offert son cadre légal à des dissidents frères, pour leur permettre d'intégrer le processus. Autrement, elles ne pouvaient pas être là-dedans en tant que telles parce qu'elles n'ont pas la légalité de revendiquer. L'accord dit clair qu'il est interdit de créer de nouveaux mouvements après la signature de l'accord. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas de nouveaux mouvements. Et celui qui crée un nouveau mouvement après la signature de l'accord s'expose à des sanctions. Parce qu'il n'a pas les droits, il devient obstructeur et il se classe dans la catégorie des gens qu'il faut combattre. Pensez-vous que cette mesure sera respectée par tout le monde? Si elle s'impose, elle va se respecter. Je ne souhaite pas qu'on en arrive là. C'est pourquoi, en tant que frère, nous avons été le seul cadre qui a accepté s'élargir à travers un protocole qu'on a signé le 20 octobre pour qu'il soit défendu dans les instances reconnues par l'accord, notamment le comité de suivi. Et personnellement, avec les autres collègues de la CMFPR2 et même avec le soutien de la plateforme, nous les avons défendus dans le cadre de ces cadres du 20 octobre. Donc tant qu'ils sont dans ces cadres, ils sont défendables jusqu'à ce qu'une solution trouvée. Mais une fois qu'ils sortent du cadre que nous leur avons à faire, ils n'ont pas d'autre choix. Soit ils sont acceptés dans la plateforme, ou bien ils sont acceptés dans la CEMA, ou bien ils s'exposent à des situations graves. Voilà. Alors, nous allons maintenant donner la parole à vous, Mohamed Atayoub, Sylvez-vous qui est de la plateforme. Merci, M. Famba. Je rappelle quand même qu'il y a un problème qui a toujours existé entre les différentes parties signataires de l'accord. Quand je parle de partie, je fais allusion à la plateforme et à la CEMA. Vous savez que la question d'inclusivité n'est pas seulement une question qui ne concerne que la CEMA. En réalité, il y a des mouvements de la plateforme signataire de l'accord, membres fondateurs de la plateforme et signataires de l'accord qui sont butés au même problème d'inclusivité. Vous pouvez nous en citer quelques... connu, je vous citerai beaucoup plus. Il y a le mouvement Gandaizo dont je suis le président qui était signataire de la feuille de route d'Alger, signataire également de la déclaration de naissance de la plateforme et signataire de l'accord du 15 mai. Il y a le mouvement Gandala-Salizo, il y a le FPA, il y a le MPSA. Tous sont des mouvements de la plateforme, signataires de l'accord, qui malheureusement se sont vus mis à côté du suivi et de la mise en œuvre. Mais le problème qui est posé, est-ce qu'il peut être résolu à l'interne? Absolument, le problème ne dépend que de la volonté des partis. Quand je dis des partis, le gouvernement également a prouvé quand même sa bonne volonté depuis un certain temps. Il s'agit à la plateforme et à la CEMA de prendre toutes les responsabilités et de faire en sorte que ceux qui faisaient partie de ces mouvements au moment de la négociation et jusqu'à la signature fassent également partie des structures de suivi et de mise en œuvre de l'accord. Je ne dirais pas que créés après la signature de l'accord seront exposés, comme l'a dit mon frère, à des sanctions par la médiation internationale chargée garante de la mise en œuvre de l'accord, mais que d'autres mouvements, des mouvements se sont créés toujours par la volonté soit de la plateforme ou de la CEMA, qui entretient, en fonction bien sûr de leurs intérêts, pour déstabiliser d'autres. Et c'est là aussi le problème des mouvements non inclus dans le processus à présent. Ils sont très souvent soit objet je ne dirais pas d'une manipulation, mais ils ont un problème. Ils ont un problème créé par les différentes parties.
Pour revenir à votre question. Alors très rapidement. L'ouverture la proposition faite par le gouvernement d'inclure l'ensemble des mouvements existants pendant la signature de l'accord, de faire de la place au MOC, permet de passer à une autre étape de la mise en œuvre de l'accord, mais ne pourra pas résoudre le problème de ces mouvements tant que le problème n'est pas résolu à la base. La base, c'est quoi? Des mouvements existants se réclamant malheureusement de certaines communautés sont en train d'être mis à côté de l'accord après sa signature. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Je rappelle que nous sommes en train d'échanger sur un problème qui préoccupe assez aujourd'hui au Mali. Il s'agit du blocage du MOC, du blocage donc des patrouilles mixtes au niveau de Gao. Alors, à présent, nous avons en ligne Mohamed Ould Sidati de la CEMA. Je crois qu'il est bel et bien là cette fois-ci. Alors, Monsieur Sidati, je voudrais vous poser la question suivante. Quand la CMA demandait quand même que les groupes armés en dehors d'elle-même et de la plateforme soient donc désarmés, mais vous l'avez certainement appris, les choses sont en train d'évoluer, on parle de concession. Alors, votre demande, si vous l'estimez légitime, comment est-ce que vous appréciez donc ces concessions dont on parle à présent? Moi, je ne suis pas au courant de concession, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Donc moi, je disais que par rapport à, si je me reprends, je disais que par rapport aux patrouilles mixtes, les dispositions des patrouilles mixtes sont très claires. On dit que pour faire une patrouille à l'intérieur de la ville de Gao, n'importe quelle ville, il s'agit de donner la sécurité aux parties signataires, c'est-à-dire la CEMA, la plateforme et les femmes. Et en dehors de ceci, toutes les autres forces qui doivent exister, en plus de la communauté internationale, donc doivent être cantonnées. Donc je n'ai pas dit désarmés, mais je dis doivent être cantonnées. Donc voilà un peu le principe qui est écrit dans la CTS. Donc les concessions, je ne suis pas au courant, je ne sais pas s'il y a des concessions. Donc, mais ça c'est la version vraiment que moi j'ai par rapport au patrouilles et par rapport à leur gestion. Mais vous êtes sur place à Gao, est-ce que vous sentez que les choses commencent à bouger ou alors c'est le statu quo depuis le vendredi? Non. Moi, je ne suis pas à Gao, moi je suis à Kidal. Ah, vous êtes à Kidal. Nos éléments sont à Gao. Voilà, moi je suis à Kidal, nos éléments sont à Gao. Mais vous êtes certainement au courant de ce qui se passe à Gao. Maintenant, nous, tant qu'il n'y a pas tant que le gouvernement et les femmes n'ont pas pris responsabilité, moi, on va pas rentrer, il faudra encore mélanger l'insécurité à l'intérieur de la ville de Gao. Parce qu'il est sûr que Gao est géré par le gouvernement et par les femmes. C'est à eux d'établir le minimum de sécurité qui permette le démarrage des patrouilles à l'intérieur de la ville de Gao. Mais comment les autorités doivent s'y prendre, selon vous? C'est pas du santé qui gère tous ces mouvements, tout ce qui existe à l'intérieur de la ville de Gao. C'est une création de l'État, c'est le gouvernement qui les crée. C'est le gouvernement qui crée les mouvements, c'est celui qui a créé tous ces mouvements. À la signature de l'accord, il n'y avait pas tous ces mouvements. Tous les mouvements étaient là, ou bien de la CIMA, de la plateforme. Toutes les créations qui ont été faites ont été faites à travers le gouvernement. Celui qui a entretenu les lenteurs au niveau de l'accord, il y a eu un découragement, il y a eu des problèmes qui sont créés de part et d'autre dans la lenteur et dans la mise en œuvre de l'accord. Et ça crée aujourd'hui une situation dans laquelle il est impossible d'avancer dans l'accord. Et puis, c'est pas seulement les patrouilles mixtes, même si on fait la patrouille mixte de Gao, je ne suis pas sûr que tous les problèmes que les gens soulignent là-bas vont permettre à l'accord d'avancer. Moi, je pense que l'accord est devenu tout à fait caduc. Il faut vraiment voir comment les relancer, avoir un nouveau départ. Sinon, actuellement, il est très difficile de pouvoir avancer avec cet accord. Alors, à Gao, nous avons sur place donc le colonel Rissa Sidi Mohamed, le coordinateur du MOCA. Dites-nous, monsieur Rissa Sidi Mohamed, il est question qu'un quota soit donc attribué au mouvement qui s'opposait à l'arrivée de la CMA. Si c'est le cas, alors qu'est-ce qu'on va dire des chiffres? Est-ce que le nombre de combattants qui est donc en fait prévu pour la CMA ne va pas dépasser les chiffres prévus, à savoir 600? Oui, mais si on donne un nouveau quota, cela veut dire que le chiffre va dépasser les 600.
C'est très clair. Si on ajoute un autre quota pour le mouvement, le chiffre va dépasser les 600 à Gao. Le chiffre dépasse. Je ne sais pas dans l'avenir pour les autres bataillons du MOC tels que Kidal et Tombouctou, via Meneka, Toudeni et tout ça, je ne sais pas si ça serait la même chose ou bien, bon, le problème des mouvements, c'est un problème interne. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce problème. Je dis que l'État a fait une concession. Maintenant, dire que l'État a créé des mouvements, je ne dis pas que l'État a créé des mouvements, je dis que l'État a fait une concession pour l'avance du processus. Est-ce que vous avez déjà une idée des chiffres? Cela va nous amener à combien de combattants? Peut-on déjà le savoir? Bon, ça vraiment, je n'ai pas directement une vraie... J'ai appris 75 éléments, je ne sais pas... on dit 75, ça fait 150. Donc c'est entre la plateforme et la CEMA. Je reviens toujours à la même partie, c'est entre la plateforme et la CEMA. Maintenant, comment ça va se travailler, ça vraiment, je ne peux pas donner des éclaircissements. Mohamed Ousmane Mohamedou, 75, si cela s'avère donc une réalité, c'est un partage quand même équitable, ça arrange les deux côtés? Pour le moment, c'est sur cette proposition, c'est sur cette offre que nous sommes en train de travailler. Dans le cadre que je vous ai défini, le cadre qui pour nous est le cadre légal aujourd'hui pour revendiquer, c'est le cadre des mouvements signataires. Donc nous sommes en train de travailler sur cette offre en ce sens que nous avons fait une répartition, mais qui n'est pas une répartition d'égal à égal, une répartition d'équité. Parce que vous avez des signataires affiliés, vous avez des dissidents, pour lesquels les signataires ont offert le cadre pour leur permettre de discuter et de négocier. Maintenant, quant à ceux qui disent qu'il y a des mouvements fabriqués par l'État, moi je crois qu'on ne va pas tellement rentrer dans ce chapitre parce que j'apprends tous les jours qu'il y a les mouvements fabriqués par le gouvernement, il y a les mouvements fabriqués par la France, les mouvements fabriqués par l'Algérie, les mouvements fabriqués par la drogue, les mouvements fabriqués par ceci. Moi je ne rentre pas dans ces détails. Ce qui est important, c'est que nous sommes dans un accord de paix et de réconciliation, que chacun a signé, chacun a pris des engagements et l'accord c'est le cadre légal qui nous permet d'avancer, c'est le seul cadre. Et il a 4 compartiments. Le gouvernement, la plateforme, la CEMA et ceux qui ont également signé l'accord. Ça, c'est des 4 compartiments. Parce que vous voyez, si on arrive à bloquer les choses, la CEPA et la CMFRD, ce n'est pas à cause de nos GAT4, ce n'est pas à cause de nos bazookas, ce n'est pas à cause des hommes armés. Non, c'est parce que nous sommes des acteurs légaux. Nous avons signé un accord qui nous consacre des droits. Et quand ils ne sont pas respectés, on nous écoute. On nous respecte pour ça parce qu'on ne peut pas signer un accord et vous ignorer, ce n'est pas possible. Ce n'est pas à cause des armes qu'on nous écoute, hein? Non. L'usage même de la force est interdit. L'usage même de l'arme aujourd'hui est interdit. Voilà ce que je voulais dire. Et pour mon point de vue, je ne pense pas que l'accord soit caduc. C'est cet accord qui nous permet de discuter et d'avancer. Je vous remercie. Mohamed Atayoubo, vous qui êtes de la plateforme, dites-nous à présent, ça vous arrange bien, c'est le fait que de chaque côté, on va donc attribuer 75 nouveaux combattants? C'est une concession, c'est quand même la somme des efforts comme de toutes les bonnes volontés à aider à résoudre le problème. Ça, on est en train de travailler sur ça, mais le problème demeure. Le problème demeure, je ne dirais pas que l'accord est caduc, mais quand même, le problème va demeurer tant que le problème d'inclusivité n'est pas totalement résolu. Vous savez, l'accord, de sa signature à maintenant, on a constaté que les partis plus la médiation internationale essayent toujours d'inverser le calendrier de mise en œuvre de l'accord sans pour autant avancer. Et ça ne nous fait pas sincèrement gagner du temps. Ce qui serait mieux pour l'ensemble des partis, y compris pour la médiation internationale, c'est d'aller objectivement à une mise en œuvre de l'accord en suivant le chronogramme tracé par l'accord lui-même. On parle tout de suite, on est au mécanisme opérationnel de coordination, les patromix. Vous savez que l'accord prévoyait de cantonner un mois, 30 jours après sa signature. Et on est dans une situation où
on parle de mécanismes opérationnels de Patromix alors qu'il y a des combattants en armes et partout. Et malheureusement, on assiste à un autre phénomène, c'est la création de mouvements dissidents de la plateforme ou de la CEMA. Ça veut dire quoi? Objectivement, on n'est pas en train d'aller à une mise en œuvre de l'accord de façon inclusive et on n'est pas en train de respecter le chronogramme de mise en œuvre de l'accord. Si on prend par exemple tout de suite le MOC pour lequel les combattants de la plateforme et de la CEMA sont en train de se battre pour leur inclusion, enfin je parle des mouvements bien sûr qui ont ce problème d'inclusivité, on constatera que les Patromix doivent sécuriser ce qu'ils ont appelé les autorités intérimaires. Et pourtant, nous le savons tous, il n'y a pas eu d'autorité intérimaire. Donc, les Patromix viendront faire quoi? Une mesure de confiance, bien sûr, prévue par l'accord, qui doit sécuriser des autorités intérimaires qui n'ont pas eu lieu. On est en train de patauger dans l'accord. Et je crois que les parties feront mieux. L'ensemble des parties prenantes au processus doivent faire en sorte qu'il y ait une volonté manifeste et un accompagnement sincère de la communauté internationale, respectant bien sûr le chronogramme de mise en œuvre de l'accord pour que les choses puissent aller de l'avant. Le MOC est un blocage. Demain, nous ne souhaiterons pas, mais certainement, il y en aura d'autres. Merci. Mohamed Ould Sidati, la CMA est donc toujours en ligne. Dites-nous, Monsieur Sidati, la CMA quand même menacée de ramener ses combattants à Kidal si le blocage perdurait. À présent, est-ce qu'on peut dire que cette menace n'est plus d'actualité? Je pense que la menace, ce n'est pas une menace, c'est tout simplement parce qu'il y a des principes pour lesquels nous allons entrer dans la mise en œuvre des Patromix. C'est le côté sécuritaire. Donc quand je vous demande tout de suite, supposons que le gouvernement donne 150. Dans la répartition de 150, il y a un problème. Au niveau, par exemple, quand Mohamed Ousmane vous dit qu'il y a des mouvements signataires qui ont également signé, ainsi de suite, c'est qu'il y a des problèmes encore qui vont essayer de se faire aussi quand vous allez diviser les 150, les différents groupes. Mais quels peuvent être ces problèmes? Il y a 8 ou 9 mouvements qui existent et ces 8 ou 9 mouvements ne sont pas d'accord sur le quota de répartition. Donc vous allez rester dans une gestion qui est même en dehors des groupes, en créant des autres partis, et vous allez dans une spéculation de distribution, ainsi de suite, qui n'aura jamais de solution. Et l'État va continuer à augmenter du jour au lendemain sans pourtant rien faire. On va faire des quotas, on augmente 150, on augmente 600, on augmente 700, ainsi de suite, mais en réalité, il n'y aura jamais de solution dans l'augmentation. Le principe, la solution, c'est dans les principes. Le principe, c'est qu'on ne doit pas dépasser 600. Et quand vous allez dépasser 600, même les prises en charge vont poser problème. Quand vous allez ajouter 150, des hommes dont le traitement est égal à ceux des fonctionnaires du même grade, si vous les multipliez par exemple 5 régions, ça vous fait 15 000 hommes. Et ça, ce n'est pas des choses que vous allez trouver un financement pour ça. C'est l'État ne peut pas le prendre comme ça. Il y a des chiffres conséquents. Et moi, je pense que nous sommes dans une situation qui ne dit pas son nom et qui va compliquer le système beaucoup plus dans les jours à venir. Donc, la CEMA, en réalité, nous sommes là. Nous sommes arrivés à Gao. C'est pour montrer notre volonté que nous ne continuons pas un blocage. Nous avons une volonté de pouvoir exécuter l'accord, mais en réalité, nous avons devant nous quelque chose qui ne permet pas d'avancer de l'accord. C'est la crédibilité même du gouvernement de pouvoir mettre en œuvre son accord. Il n'y a plus de crédibilité et on est dans un système où on a abandonné l'essentiel. On est allé dans des situations de groupes, je ne sais pas, 4e partie, 5e partie, le principe même de l'accord n'existe pas. Et vous avez dans une projection de situation où on abandonne l'essentiel et on va aller dans des considérations comme Sidibé l'a dit. Ce n'est pas seulement l'objectif, c'est pas les autorités intérimaires, les Patromix, tout ceci. Ça, c'est des éléments qui sont vraiment trop, si vous voulez, minimes par rapport à l'accord lui-même. L'accord contient beaucoup de choses qui n'ont pas ceci. Ceci ne sont même pas l'essentiel. Mais on est en train de perdre le temps dans des choses qui ne sont même pas l'essentiel. Et moi, je pense que nous sommes dans une situation qui rend l'accord du jour au lendemain beaucoup plus caduque, mais le temps va vous montrer ce que je vous suis en train de vous dire. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani.
avant la pause, nous évoquions un quota qui sera donc attribué au mouvement qui s'opposait à l'arrivée de la CMA. Alors, il y a un équilibre quand même qui est là entre la plateforme et la CMA. Mais à présent, il y a certains qui estiment que ce n'est pas encore la fin des problèmes, puisque même avec cette répartition, il pourrait avoir des problèmes. Alors, colonel Rissa Sidi Mohamed, vous qui êtes le colonel du MOC à Gao, pensez-vous que même après ce quota qui sera attribué, est-ce que vous attendez encore à d'autres problèmes? Bon, moi je pense que les problèmes de quotas et les problèmes des mouvements, ça c'est un problème interne au mouvement. Je pense que si l'État a fait une concession dans ce sens, cela veut dire que c'est pour essayer de faire démarrer le processus. Mais est-ce que vous pensez avec ce quota peut constituer une solution durable au blocage qui est là? Mais, ce que les gens doivent savoir est que le MOC, ce n'est pas la solution. C'est-à-dire venir au MOC, ce n'est pas une solution. Les MOC, c'est des bataillons qui sont là pour sécuriser les sites de cantonnement. Quand on parle de sécuriser des autorités intérimaires et ce qui s'ensuit, le MOC a pour mission sécuriser les sites de cantonnement, éventuellement faire des patrouilles. Mais c'est une démarche quand même qui est très importante par rapport au processus en général. Hein? Je dis que c'est après tout une démarche assez importante par rapport au processus d'une façon générale, non? Le MOC, c'est le premier pas de l'accord. C'est le premier pas de l'accord. Avant le cantonnement, avant tout, il faut mettre ce MOC-là en place. Parce que c'est ce MOC-là qui doit sécuriser les sites de cantonnement, il doit sécuriser les combattants quand ils seront cantonnés. Mais aujourd'hui, il est dit que les combattants seront pré-cantonnés sur les sites choisis eux-mêmes pour que les MOC arrivent à travailler sans une multitude d'armes qui circulent un peu partout pour que chacun soit contrôlé à son niveau. Alors, cela est compris. Nous retournons dans ce studio. Nous nous adressons à vous, Mohamed Ousmane Ago Mohamedoun. Je voudrais savoir à présent la confiance. Quel est le degré de confiance aujourd'hui entre les différents mouvements qui vont quand même travailler ensemble, donc mener cette patrouille mixte? Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on déplace un peu les problèmes pour donner l'impression qu'on est dans une situation où on ne peut plus se retrouver. La solution, on l'a dit, il y a une offre qui est acceptée par tout le monde. Et au moment où je vous parle, je crois que quand j'ai rentré dans ce studio, on était même dans une dynamique de procéder à des derniers réglages et permettre à nos combattants d'être présents à Gao pour que ceux de la CMA de l'autre côté arrivent et que les choses commencent. Nous sommes dans une dynamique. Donc je ne pense pas que la situation est aussi alarmante. Parce que le problème c'est ça, c'est que chaque fois qu'on dit... Parce que quand j'entends mon frère Sidati parler de financement ou autre chose, bon, je crois que ces questions, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est un problème d'inclusivité, particulièrement dans un cas spécifique, le cas des signataires de l'accord, et dans un cas général, l'inclusivité de façon générale. Mais on n'arrive même pas entre nous depuis à un moment donné de régler l'inclusivité dans son expression la plus réduite. C'est-à-dire la violation flagrante de l'inclusivité qui est d'ignorer des gens qui ont signé un accord. Ça, c'est quand même trop grave. On peut dire que la société civile, on attend à un moment donné, les autres, même eux, on n'a pas le droit de les exclure. Oui, mais avec ces quotas, c'est la fin quand même de ce problème d'inclusivité. Je vous explique, nous avons accepté ce quota. Nous avons fait des exercices internes pour permettre de catégoriser. Vous avez ce qu'on appelle les signataires, la CPA et la CMFPR2. Vous avez ce qu'on appelle d'autres catégories de signataires en vertu de l'article 67, notamment les MPSA, les FPA et bien les mouvements Gandezo de CDB. Et vous avez les dissidences qui n'ont pas un cadre légal. Mais dans le cadre de l'ouverture pour l'inclusivité, nous leur avons offert un cadre, c'est-à-dire la CPA et la CMFPRD, à travers un protocole du 20. Et personnellement, je vous ai dit, je les ai défendus au CSA. Et j'ai eu l'appui des frères de la plateforme. Ce n'est pas parce qu'on veut créer des mouvements, mais c'est dans un souci de bâtir une paix durable. C'est là clair. Maintenant, tout cet ensemble-là aujourd'hui, nous on a fait un exercice pour répartir ce quota. Et au moment où je vous parle, il est fort possible qu'il y ait des surprises positives et qu'on puisse commencer ce MOC demain. Mais ce que mon frère Sidati doit comprendre, c'est que ce problème, on l'a traîné depuis longtemps. Mais je lui reconnais tous les efforts qu'il a fait.
particulièrement lui, il a fait des efforts énormes pour régler le problème des signataires. Depuis, il a toujours dit il faut qu'on règle le problème des signataires. Mais ce n'est pas réglé encore, malheureusement. Et tant que ce n'est pas réglé, chaque fois qu'il y a une situation, on est obligé de poser le problème. Et tant qu'il n'est pas réglé, on ne passera pas. Parce que je dis, ce n'est pas par la force qu'on est en train de régner, on est dans un accord. C'est des droits reconnus et garantis par l'accord. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas à cause de nos armes aujourd'hui, ni les véhicules, ni autre chose qu'on nous écoute. On nous écoute parce que tout simplement, on sait qu'on a une part de réalité et de raison et de vérité. C'est tout. Voilà. Votre réaction, Mohamed Atayouk Sidibé, de la plateforme? Je crois que ça peut amener un dénouement heureux pour le problème ponctuel qui vient de se poser. Effectivement, le MOC peut démarrer. Je dirais d'ailleurs par rapport à l'intervention du colonel, que le MOC, c'est pour sécuriser effectivement les autorités intérimaires, les sites de cantonnement, de pré-cantonnement, mais également l'inclusion des mouvements dans le MOC est un problème de survie pour ces mouvements. Tu ne fais pas partie du MOC, les patrouillistes qui commenceront désarmeront tes combattants. Donc, même si le MOC n'a pas une vocation à désarmer, sécuriser signifie également désarmer. D'où le fait d'impliquer quand même tous les acteurs dans les patrouilles mixtes. Ça permet de nous amener à progresser par rapport au problème ponctuel du MOC. Je dirais également que les quotas, on ne peut pas dire qu'ils sont satisfaisants, mais quand même c'est un très grand pas, c'est une volonté positive du gouvernement de nous prouver qu'il se bat encore une fois pour que les choses puissent aller en avant. Mais d'autres problèmes, nous ne souhaiterons vraiment pas, pourront se créer si certaines parties se sont entêtées à ignorer des acteurs, des grands acteurs qui ont participé au processus et qui sont ou se considèrent signataires. Alors, Mohamed Ould Sidati de la CMA, est-ce que vous pensez que les patrouilles mixtes vont pouvoir finalement, véritablement commencer les tout prochains jours? Moi, je suis très pessimiste. Vous êtes pessimiste, vous dites? Oh, oui. Mais pourquoi? Je suis pessimiste, je ne crois pas que quelque chose va commencer parce que moi je sais que tout ça là, c'est un travail tout simplement de diversion du gouvernement. Il divertit les situations, il crée des mouvements, il met des situations. C'est tout ce monde-là qui parle, c'est des innocents. Tout ça, c'est une activité du gouvernement pour ne pas appliquer l'accord. Il crée des situations, il mélange les populations entre elles, il crée des conditions qui empêchent les opérations du MOC de se faire, les autorités intérimaires. Tout ceci là, c'est une distraction qu'on est en train de faire subir au peuple du Mali. Et moi, je pense que j'ai un peu suivi le processus, ça fait 1 an et 6 mois. J'ai fait beaucoup d'efforts, je comprends ce qui se passe et ce qui se fait. Et je suis vraiment, si vous voulez, je suis vraiment sûr qu'il n'y aura pas de MOC, il n'y aura pas d'exécution. Tout ça, c'est de la diversion et on est en train de faire perdre du temps aux gens inutilement. Parce qu'en réalité, tout ça, là, vous allez voir que demain, le même problème va continuer. Il y aura encore d'autres mouvements qui vont créer. Il y aura des problèmes sur la répartition des 150 quotas que même nous, les signataires, nous n'avons pas questionné. Et je ne sais pas comment on puisse donner même de 150 alors que ceux qui ont signé même l'accord ne sont pas au courant. Vous voyez, tout ceci là, c'est des situations de façon unilatérale. Le gouvernement se lève, je donne 150, je donne 80, et tout ça là, c'est pas ça un accord. Un accord, c'est sur des principes, des principes de responsabilité. On a des 600, il ne s'agit pas de créer, mais de mener le système à ce que tout le monde soit inclus dans les 600. C'est ça en fait le principe qu'on doit respecter. L'augmentation, augmenter infiniment ne va pas régler un problème. Et ça va beaucoup compliquer le problème et ça va vous amener dans une situation qui est ingérable. À partir même du MOC de Gao, comme le colonel l'a dit, celui de Kidal sera beaucoup plus problématique, celui de Tombouctou encore, ainsi de suite. Et vous allez avoir d'augmentation en augmentation, de prolifération en prolifération. Vous arrivez à un moment où vous n'avez rien réglé parce qu'il n'y a pas de principes qui sont arrêtés sur lesquels vous pouvez mettre en place un accord. Et un accord, c'est des principes. Ce n'est pas des augmentations. Alors, colonel Rissa Sidi Mohamed, comment réagirez-vous à ces propos quand même assez pessimistes de Mohamed Ould Sidati?
Moi, je pense que le problème de mouvement, c'est le problème de mouvement. Le problème, c'est un problème interne au mouvement. Que l'État donne un quota ou qu'il ne donne pas de quota, le problème, c'est un problème de mouvement. Parce que tous ces mouvements-là, ils se réclament d'une entité. Il y a ceux qui se réclament de la SEMA, il y a ceux qui se réclament de la plateforme. Donc, normalement, c'est un problème interne au mouvement que les mouvements doivent régler à l'interne. Maintenant, je ne pense pas que ce système peut bloquer l'avancée du MOC demain. Quand les éléments de la SEMA seront avec leurs homologues de la plateforme et des FAMA, je ne pense pas si cela peut empêcher la progression. Si les gens veulent aller dans le sens de la paix, ça ne peut pas empêcher au processus d'avancer. Mais si les mouvements même ne sont pas déterminés pour aller ne sont pas déterminés sur le sens de la paix, cela veut dire que je sais que le MOC ne va pas bouger, ça je suis sûr et certain. Mais il faut que tout le monde se détermine. De la manière où on acquise l'État, il faut que tout le monde aussi s'acquise, parce que la paix n'est pas pour l'État seulement, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde qui a signé l'accord. C'est tout le monde qui a signé l'accord, donc il faut que nous restons tous dans le cadre de l'accord. Ce mouvement décident-là, c'est des décidences qui se réclament tous, soit de la plateforme, soit de la SEMA. Donc, ça c'est un problème interne au mouvement que les mouvements doivent gérer. Ce n'est pas à l'État de gérer ce problème-là. C'est un problème interne au mouvement. Et puis, moi, je pense que l'État a fait ces concessions-là sur la demande de tout un chacun, de la communauté internationale, ainsi que la demande de beaucoup de leaders de mouvements et ce qui s'ensuit. Donc, il faut que les gens reviennent tous à de meilleurs sentiments. Aujourd'hui, je ne vois pas de problème entre les combattants qui sont tous là, entre les femmes qui sont là. Donc, je pense que si tout le monde veut œuvrer dans le sens de la paix, on peut faire un grand pas. Je vous remercie. Alors, Mohamed Ousmane Ago Mohamedoun. Bon, moi, je pense que si la SEMA, par exemple, avait tout simplement pris sur elle la responsabilité de dégager un quota pour les deux signataires, la CPA et la CMFPRD, on aurait réglé les problèmes en interne. Et on aurait même géré leurs frères qui les ont quittés. Parce que quand vous voyez les dissidences là, elles viennent d'où? Elles viennent du MNLA et du SCIA. Mais nous, on a eu l'amabilité de dire qu'il faut penser à eux. Si en interne sur les 200, ils avaient donné une part aux signataires, il n'y aura pas de problème. Alors, puisqu'ils n'ont pas voulu donner une part aux signataires, il ne faut pas qu'ils continuent à s'étonner qu'il y a des quotas. Parce que ces signataires-là, ils ont les droits dans l'accord. Il faut que ça soit très clair. Maintenant, quand on pense que si l'accord est foutu, très rapidement, il reste très peu de temps. Quand on pense que si l'accord est foutu, ça va changer de donne. Je suis désolé, même s'il n'y a plus d'accord aujourd'hui, ces communautés sont décidées à se battre pour l'inclusivité. Donc quelqu'un ne se trompe pas en pensant que s'il n'y a plus d'accord, je vais avoir tout le monde dans ma poche, sous ma coupe. Non, ça ne marchera pas. L'inclusivité, je pense qu'aujourd'hui c'est à vie. Les gens sont tout compris. Tout le monde veut être là-dedans. Je vous remercie. Mohamed Atayou Sidibé. Je vous remercie. Et je ne dirais pas mieux que ce que mon camarade vient de dire, Mohamed Ousmane Mohamedou. Le problème d'inclusivité s'est posé parce qu'il y a eu malheureusement des exclusions d'une part et d'autre. Ce n'est pas seulement à la SEMA, c'est aussi à la plateforme. Et ça revient à ce que j'avais dit au début du débat. Et il fallait que les partis acceptent de respecter un des principes posés par l'accord, d'ailleurs, juste après le préambule, qui dit 30 secondes, oui. Qui parle de la bonne foi. Il faut que ces partis aient la bonne foi de s'accepter. Et tant qu'il y a d'exclusion, il y aura des problèmes. Donc, que ces partis, les différentes parties, essayent de nous amener à un raccourci en incluant tout le monde. C'est un problème de communauté également et de survie. Je vous remercie. Sur ces propos, donc, s'achève le grand dialogue de ce mercredi. À la mise en onde, il y avait Phili Dambélé, à la régie vidéo Salim Douara, réalisation Ibrahim H. Diallo, présentation Seydou Foma. On se retrouve demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Sigeka Foba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Maundi. Shenni Beri. Siki Kafoba.